Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en live sur votre télé, sur votre smartphone, sur votre tablette, bref, aucune raison de passer à côté. Merci à toutes et à tous de votre attention. Et au sommaire, ce soir, le 89e Salon de l'Auto de Genève débute dans un mois à peine. Et alors que les préparatifs battent leur plein, nous accueillerons Olivier Risse, le nouveau directeur de l'événement. Puis, vous le savez, chez 8 Mont-Blanc, on aime notre territoire et nous voulions souhaiter la bienvenue à notre nouveau confrère Patrick Alain Bertoni qui vient de lancer il y a 2 mois un tout nouveau magazine, Histoire de Savoie. Et enfin, nous nous intéresserons à nos savoir-faire locaux et nous accueillerons aux alentours de 18h20 une bande d'amis qui ont créé Popotam, les premiers petits pots bébés bio et de qualité traiteur. Bref, tout un programme. Bienvenue à toutes et à tous. Mais on commence tout de suite avec les titres et l'entrée de Clémence. Bonsoir Clémence. Bonsoir Manu. Comment vas-tu ? Bien, et toi? Plutôt pas mal, ça sent la fin de journée, Accès Direct, ça Exactement. se passe bien. Avec toi ce soir, d'ici une petite demi-heure, on va prendre la direction de Val Thorens. Oui, à Val Thorens, où l'épidémie de grippe, de rougeole continue, 24 personnes déjà ont été contaminées. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, l'annonçait ce matin notamment sur France Inter. On va faire le point dans ce journal. Avec Sébastien Germain qui était sur place. Et puis on change de sujet, on passe en Haute-Savoie et avec des petits jeunes qui ont un doigté bien-être. Des petits jeunes du lycée Saint-Joseph à Thonon-les-Bains, effectivement, qui se forment au massage bien-être et au thermalisme, une formation très complète qui mélange pratique et théorie. Le plus de la formation, c'est un partenariat avec les Thermes d'Évian. Puis pendant que tu es là, on enchaîne avec notre revue de presse et ce soir, tu as choisi de nous parler d'une peut-être possible pénurie de moustiques les étés prochains. Alors, c'est pas des moustiques, vous avez tous dit moustiques à la rédaction, mais c'est les insectes, hein, plus précisément. Alors, c'est pas une possible, enfin, oui, c'est une possible si rien ne change. Vous le voyez là, donc du coup, d'ici 100 ans, la disparition, du jamais vu depuis la disparition des dinosaures, les insectes pourraient disparaître. Donc, c'est une alerte de plus, en fait, pour la santé de la planète. Donc, les insectes, d'ici 100 ans, devraient disparaître de la surface terrestre. C'est une étude qui a été menée par 2 scientifiques, notamment en cause l'agriculture intensive et notamment pointue du doigt, la perte de leur habitat, l'urbanisation, la déforestation, encore l'utilisation de pesticides et d'engrais de synthèse qui sont maintenant au cœur en fait de l'intensification des pratiques agricoles de ces 60 dernières années. C'est cette même étude qui révèle aujourd'hui qu'un tiers des espèces quand même sont menacées d'extinction. Et donc, c'est marqué dans le titre, ce qui équivaut en fait à la plus grande extinction jamais connue, celle des dinosaures. Pour simple rappel, les insectes représentent 2 tiers des espèces terrestres et donc les espèces les plus touchées dans les insectes, c'est les papillons, les abeilles, les fourmis, les coccinelles, ces jolies petites bêtes qu'on aime tous. La conclusion, elle est assez claire. Si on ne change pas notre façon de produire nos aliments, les insectes vont disparaître dans quelques décennies. Je te laisse imaginer, je vous laisse d'ailleurs imaginer les conséquences en fait de ce changement sur nous, de quoi réfléchir à notre manière de vivre et puis d'y réfléchir surtout très très rapidement. Parce que tu es dans une lignée très gaie ce soir, je te laisse enchaîner sur le harcèlement de rue. C'est des sujets qui me semblent très importants. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, d'aborder tout simplement. Donc oui, c'est moi qui me lance là-dedans. Alors, après le mouvement MeToo et Balance ton porc, on commence à être habitué à entendre de la condition des femmes dans la société en général. Et tant mieux, en fait. Donc, pour cette revue de presse, je vais faire du manspreading. Allez, impose ta place. Je m'installe convenablement. Donc, vous connaissez tous cette fameuse position masculine qui consiste donc à prendre toute la place, notamment dans les transports en commun. Toi, Manu, je sais bien évidemment que tu ne le fais pas. Et donc, je me suis intéressée à cet article. Voilà, on échange un petit peu les rôles. Je me suis intéressée à cet article. Donc, Genève veut lutter contre le harcèlement de rue. Alors, pour rappel, le harcèlement de rue, comme son nom l'indique, a lieu donc dans l'espace public, parcs, soirées, etc. Ça va du regard insistant aux commentaires sur la tenue vestimentaire jusqu'au sifflement, voire même des attouchements. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de chiffres précis sur l'ampleur du phénomène, notamment à Genève. En 2016, à Lausanne, il y a une étude qui a été faite où 3/4 des femmes sondées entre 16 et 25 ans ont affirmé avoir été confrontées au moins une fois à un épisode de harcèlement de rue dans l'année précédente. Donc c'est quand même vertigineux comme chiffre. Alors pour lutter contre ce fléau, Genève, justement, veut agir avec une campagne de sensibilisation destinée au grand public et notamment formant des policiers municipaux sur le sexisme et le harcèlement de rue pour tout simplement mieux le détecter. Alors reste à savoir si ça suffira tout simplement pour lutter contre le harcèlement de rue. Peut-être pour commencer, il faudrait justement référencer les victimes pour constater une évolution, qu'elle soit positive ou négative. Ça aiderait peut-être dans ce sens-là. Je rappelle juste que depuis le mois d'août, en France, le harcèlement de rue est puni par la loi. Les amendes peuvent varier de 90 à 750 € et jusqu'à 3 000 € quand même en cas de circonstances aggravantes.
Voilà, je voulais effectivement en parler. J'en profite pour ranger mes jambes, puisque moi, je ne discriminerai du coup jamais un homme. Oh mais c'est génial, à l'heure où les policiers genevois se mettent justement en grève tous les mois parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez payés, qu'ils ont trop de boulot, ça remet une petite couche. Mais c'est bien. Mais ce sera peut-être motivant pour eux aussi. Bah voilà, une on est bien nouvelle lutte d'accord. arrive. Docteur Manu, on passe à toi, peut-être? Oui, accessoirement. Oui, on peut. Bon, moi, j'ai préparé 2-3 petites choses. Oui. Et des rues de Genève, moi, je te propose d'aller dans un endroit un peu plus calme. C'est juste en dessous des rues de Genève, tout simplement. Donc, on reste dans la cité de Calvin et avec un très bel article de Xavier Lafargue pour la Tribune qui nous plonge justement à 6 mètres sous les rues genevoises dans un complexe de plus de 800 mètres de galeries aménagées. C'est une relique, en fait, des années 1700, époque à laquelle la cité de Calvin s'est justement fortifiée contre les envahisseurs. Aujourd'hui, il reste à peine 10% de ces souterrains qui étaient à la base destinés à accueillir des soldats et des garnisons. Un réel patrimoine magnifiquement conservé aujourd'hui, mais toutefois en danger, car dépourvu de véritable protection ni juridique ni physique à proprement parler. Un projet de loi a notamment été déposé récemment et invite l'État à mieux conserver ces galeries. Pourquoi pas les mettre en valeur, voire peut-être les faire visiter. Moi, j'attendrai que ça. Ah ben, avec plaisir. Ce sera une super idée de sortie en tout cas. Et puis, un anniversaire, celui d'une ascension, c'est bien ça? Alors, presque. C'était à l'occasion d'un anniversaire, parce que tu me connais, j'aime bien voyager, j'aime bien la verticalité, donc je t'emmène à l'autre bout du monde, direction la Patagonie. C'était il y a 10 jours à peine, les 3 rochassiers du GMHM, le groupe militaire de haute montagne, atteignaient le sommet du Fitzroy, exactement 50 ans après la première conquête de sommet par Lionel Terray. C'est une montagne mythique qui a été gravie avec la manière, s'il te plaît, puisque Marc Bogniot, Léo Billon et Pierre Labre, les 3 compères, ont enchaîné les 1200 mètres de parois verticales et surplombantes en à peine 3 jours. Les vols moyens, pour ceux qui connaissent, entre 6B et 7B, à la limite entre le big wall et l'alpinisme. Et pour finir, ils ont fait ça 15 jours après avoir sorti un autre sommet mythique qui est la Cerro Torre, donc une très très belle moisson pour eux cette année. Franchement, un gros coup de chapeau. Et merci beaucoup à Mathias Virili de Montagne Mag pour cette info. Merci pour ce petit voyage, Manu. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup Clémence, on se rappelle tout à l'heure pour le rappel des titres. Je te laisse finir d'aller travailler et j'appelle tout de suite notre premier invité en la personne de monsieur Olivier Ries. Bonjour Manu. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors, vous prenez la place, vous avez été fraîchement, on peut le dire, élu comme nouveau directeur du Geneva International Motor Show. Alors c'est une sacrée casquette et vous succédez justement à André Hefti qui a officié 8 ans à cette place. Bon, déjà, ça se passe bien au niveau des épaules de prendre la suite d'un tel poste Ça va, je ne suis pas encore fatigué, ça va. J'ai eu suffisamment de temps avant pour me reposer, me préparer. Non, c'est vraiment un très beau challenge parce que l'histoire du salon, c'est 89 salons cette année. Et l'année prochaine, ça sera le 90e, pardon. Et puis, mais voilà, c'est un très beau challenge. Et puis, c'est une branche qui est extraordinaire, avec plein d'émotions. Et je me réjouis, vraiment. Alors, prendre les rênes du plus grand salon de Suisse, parce que c'est le cas aujourd'hui, il vous faut un petit peu de mise en train. Même si vous étiez dans le secteur de tout temps, vous avez commencé comme gestionnaire d'un garage automobile. C'est ça, j'ai commencé chez Peugeot, en Suisse. Et puis ensuite, j'ai changé de crèmerie, j'ai passé chez General Motors. Et après 10 ans de business traditionnel, on va dire, j'ai changé dans l'Internet pour après prendre en main les plateformes de Scoot 24 et notamment Autoscoot 24 qui est la plus grande plateforme de vente d'occasion et de voitures neuves en Suisse. Alors justement, le Geneva International Motor Show a beaucoup mis en avant vos qualités et votre expérience sur la numérisation. Aujourd'hui, pour vous, c'est le futur du salon de l'auto de demain ? Non, on ne va pas dire la digitalisation, c'est une partie. C'est le développement là où toutes les messes, tous les events doivent également aller parce qu'aujourd'hui, l'interaction avec le visiteur, avec le monde en général est important. Donc ça veut dire qu'il faut donner également une plateforme digitale à un événement qui se passe sur 10-15 jours. Ok, on est à peu près un mois du début du 89e salon, événement sur lequel André Hefti sera encore à la charge pour assurer une transition. J'imagine qu'à un mois, forcément, ça laisse assez peu de temps. Il y a tout qui est à peu près réglé, on est sur du fignolage de détails. C'est une très belle organisation que M. Hefti, que André a préparé. Donc tout est organisé, tout va bien. Donc j'invite tout le monde à venir nous rendre visite à partir du 7 mars, qui sera l'inauguration officielle. Comment dire, c'est une belle machine qui roule depuis plusieurs années. Et puis on est très très content que la plupart des constructeurs soient présents.
Il y avait la nécessité de trouver un nouveau souffle pour ce salon, de trouver quelque chose pour le remettre un petit peu en adéquation avec son temps, notamment? Mais je pense que le monde est en évolution, la communication est en évolution, les moyens de communication, vous le savez très bien, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter, vous êtes aussi sur Snapchat peut-être. Et c'est important également de relier et de mettre en place, de faire converger tous ces canaux pour qu'à la fin, le visiteur puisse avoir une expérience non seulement sur place, mais également chez lui quand il veut s'intéresser pour un modèle, sur une marque, etc. Alors, le modèle des grands salons comme ceci, c'est très allemand, on dit les grands messes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs constructeurs qui ont choisi un petit peu de faire l'impasse sur ces grands rendez-vous? Est-ce que petit à petit, le modèle est en train de changer ou est-ce qu'il faut trouver de façon à réattirer ces grands groupes? Comment ça se passe? Alors, concrètement, Opel, Ford et Volvo ne seront pas là cette année, entre autres. Mais on va dire que c'est une évolution que je dirais quasiment normale. Aujourd'hui, les responsables marketing de ces marques, ils ont des choix de faire, suivant les nouveautés, suivant les produits qu'ils ont, de choisir leur canaux marketing. Et aujourd'hui, on doit s'adapter à ce monde qui est beaucoup plus volatile, qui est beaucoup plus, comment dire, à court terme, et puis proposer une plateforme comme celle de Genève comme étant une plateforme indispensable. Alors maintenant que certains constructeurs aient choisi d'autres façons de faire, libre à eux, mais nous, on veut rester un centre de l'automobile et de la mobilité en Europe. Il y a un côté très vitrine, bien sûr commercial, on y expose toutes les nouvelles gammes, tous les nouveaux prototypes. Pourtant, j'ai l'impression que des prototypes, il y en a de moins en moins. Est-ce qu'on est en train de passer sur un modèle un peu plus monsieur et madame tout le monde, un petit peu plus éco-responsable peut-être? Non, au contraire. Vous verrez, cette année, en 2018, on a beaucoup de nouveautés et également beaucoup de voitures en fait, de la mobilité du futur. Comment est-ce qu'on va se déplacer de A jusqu'à B? Il y a beaucoup également de plus petits constructeurs qui sont venus. Il y en aura 40 nouveaux. On a 40 nouvelles exposants cette année, même si on a perdu l'un ou l'autre, qui viennent pour montrer leurs innovations et leurs nouveaux modèles. Alors, cette année, on le disait, vous avez un peu le pied à l'étrier. Vous êtes quand même à la charge j'imagine, beaucoup de choses. En quoi ça consiste le travail d'un directeur? Le travail d'un directeur, c'est forcément l'image en dehors. C'est celui qui doit aller vendre l'événement. C'est celui qui va organiser derrière pour que vraiment tout fonctionne, que ce soit vraiment parfait, que le visiteur ait, comment dire, vraiment l'impression d'arriver dans quelque chose de spécial. Et c'est avant tout ça. Et puis surtout, c'est de motiver à ce que les gens se retrouvent sur cette plateforme, à ce que cette plateforme soit vraiment idéale pour les exposants et le public. Alors vous allez faire votre premier vrai salon, en tout cas aux commandes, pour le 90e, le 90e. C'est pas n'importe quoi. On commence à y réfléchir, même avant l'édition 2019. C'est mon travail. Donc, et puis 2020, c'est demain déjà. Et justement, pour avoir l'un ou l'autre concept et l'un ou l'autre nouveau projet, il faut commencer maintenant. Maintenant, on en discute, on met les idées sur la table, on est un comité, on regarde qu'est-ce que l'on peut faire. Et puis, on prendra, sur toutes ces idées magnifiques, on en prendra peut-être 2 ou 3. Et puis, on les mettra en place pour 2020. J'imagine que ça représente 1 an de travail complet de toute façon. C'est clair, parce qu'effectivement, après le salon, c'est avant le salon. Donc on recommence, c'est perpétuel. Et je dois dire que justement, les collaborateurs de Palexpo, donc de l'organisation et de l'infrastructure du salon de l'auto, sont des gens passionnés, ils ont beaucoup d'émotions derrière et il y a beaucoup d'idées qui sont là. Il faut juste un petit peu les canaliser et puis se focaliser sur les bonnes choses. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets. Merci beaucoup, Olivier Ries, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement de l'autre côté de la frontière. Merci, Manu. Merci. C'est un plaisir. Bonne soirée. Je vous laisse repartir direction la régie pour enchaîner avec notre prochain invité, Monsieur Bertoni, Pierre-Alain. Bonsoir, Manu. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Et pour vous venez nous présenter alors le numéro 1 qui est sorti il y a 2 petits mois, on va dire 15 décembre. Mi-décembre, voilà, de Histoire de Savoie. Alors, question bête et méchante pour commencer.
Comment vous en êtes venu à l'idée de créer un magazine, et pas n'importe quel magazine, puisqu'il y a plus de 100 pages à l'intérieur, de dossiers, etc. Ça se réfléchit, ça s'anticipe, hein, j'imagine, longtemps à l'avance. C'est pour ça qu'on a choisi le format trimestriel. L'idée, si vous voulez, je suis parti d'un constat, moi qui viens de la presse généraliste et surtout de la chronique judiciaire. L'idée, c'était de s'inspirer de ce qui fait les meilleurs audimates à la télévision, c'est-à-dire l'histoire, le patrimoine et les affaires judiciaires. L'histoire avec un grand H, mais également l'histoire avec un petit h, ce qui explique que dans le titre, histoire est au pluriel. En se basant bien sûr sur la Savoie, qui est le bassin naturel de ce journal, Savoie, Haute-Savoie. La Savoie aussi dans le sens historique, avec des incursions dans la vallée d'Aoste. Plus tard, sans doute, à Nice, pourquoi pas dans le Piémont et puis dans la Suisse romande voisine. C'est déjà le cas au premier numéro, puisque un de nos collaborateurs raconte l'histoire de la navigation de touristes sur le lac Léman, la CGN, la Compagnie Générale de Navigation, créée en 1823 par un Américain, comme quoi nul n'est prophète en son pays. Voilà, c'est la philosophie du journal, une forte documentation, la meilleure écriture possible, et puis un sens du récit. Vous assumez justement des articles très poussés, des articles très très longs, parce que finalement, selon vous, c'est aujourd'hui ce que demandent un petit peu les lecteurs, c'est un peu plus de contenu. Peut-être pas tous les lecteurs, en tout cas c'est un format long, ce qui explique, je le répète, la périodicité trimestrielle. Les gens ont le temps de lire, de déguster ces 100 pages. Chaque article constitue un bloc. On ne survole pas le magazine. On a 3 mois pour le déguster. Comme je le dis souvent, 100 pages, 300 grammes. Vous en avez pour votre argent, 7,50 €. Alors aujourd'hui, il est distribué dans les 2 départements, Savoie et Haute-Savoie, traitant de la Maurienne au lac Léman, vous l'avez dit. Comment vous trouvez vos sujets? Parce que c'est vrai que l'actualité, alors comme vous le dites, d'hier et d'aujourd'hui, certes, il se passe beaucoup de choses dans nos départements, mais ce n'est pas infini. Si, l'histoire, c'est infini, parce que l'histoire de la Savoie est millénaire. Et puis l'actualité, pour un trimestriel, c'est difficile. Soit on arrive trop tôt, soit on est trop tard. Donc on essayera de caler dans les prochains numéros des sujets un petit peu intemporels. Dans celui-ci, par exemple, il est question de la Haute-Savoie, qui a toujours un petit peu renié son nom depuis l'annexion de 1860, puisqu'à 3 reprises au 19e et une fois au 20e siècle, elle a essayé de changer de nom pour adopter notamment Mont-Blanc. Et puis avec l'actualité présente de fusion des 2 départements à laquelle pousse Hervé Guémard à Chambéry, cet article est assez éclairant de ce qui s'est passé dans un passé très récent. Alors on raccroche justement avec l'actualité. Vous êtes aidé sur cet ouvrage justement de quand même grands noms. On cite Fuchs, on cite Philippe André également, qui vous ont prêté main forte. Oui. Voilà, ils me prêtent main forte. Ce sont de vieux complices lorsque, comme vous le savez, je travaillais au Faucigny. Et puis d'autres collaborateurs qui ont écrit des livres d'ailleurs, Michel Turc, Michel Amoudry, Michel Gravet, qui est professeur à l'Université de Savoie en droit privé à Chambéry. Alors comment ça se passe sur la réalisation de ce magazine? Vous êtes seul aux commandes? Alors je suis seul aux commandes, mais je ne suis pas seul pour le réaliser, pour le fabriquer. Maintenant, chacun travaille chez soi, le télétravail. Donc la rédaction en chef, si j'ose dire, se trouve à Aïs, au-dessus de Bonneville, chez moi. Et puis chaque collaborateur travaille chez lui tranquillement, avec bien sûr une date de bouclage. C'est un vrai journal. Ceci permis par la Savoisienne de presse et d'édition. Oui, c'est la société éditrice, voilà. Effectivement, c'est le support qui a été fondée juridique. Pour l'occasion Pardon? Qui a été fondée pour l'occasion? Pour l'occasion, exactement, mais elle pourra éditer d'autres supports et peut-être même des livres, puisque c'est à la fois presse et édition. Alors le numéro 2 sortira en mars. J'imagine que, pareil, les impressions vont bon train pour permettre de sortir ça dans les temps. Alors, vous savez, on est comme les mauvais élèves, on rend toujours sa rédaction. En dernière minute. On la rédige le soir même, si ce n'est le matin de bonne heure. Non, on est encore dans les temps. D'ici 3 semaines, tout devrait être livré à l'imprimerie. Le montage se fait au fur et à mesure, donc ça permet quand même de tenir les délais. Mais autour du 15 mars, un petit peu après peut-être, parce que les fêtes de Noël nous ont un peu fait lever le pied et la plume, mais en tout cas autour du 15 mars, le numéro 2 sera dans les kiosques, tous les kiosques de Savoie et de Haute-Savoie. Bon, on peut avoir une petite exclue des dossiers qui vont...
qui vont sortir? Écoutez, oui, alors il y aura un grand papier sur une aventure radiophonique qui a tourné court, qui était une des premières stations périphériques en FM qui s'appelait Radio Mont-Blanc, non pas celle qui existe actuellement, mais celle qui avait logé son émetteur à près de 4000 mètres d'altitude dans le massif du Mont-Blanc, et puis d'autres sujets, notamment une histoire, on peut dire, d'espionnage qui s'est passée à la Libération entre la Savoie et la vallée d'Ost, et pour laquelle on a eu accès à des documents inédits, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas qui n'avait pas encore été sorti, comme on dit dans le jargon. Eh bien, écoutez, on a hâte de voir ça. Bon courage pour la suite. Merci. Et puis, bonne chance pour cette belle parution. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'être venu. Puis, on enchaîne avec nos troisièmes invités, Kevin Barbier, Sébastien Gadras. Messieurs, merci beaucoup d'être là. Plaisir. Merci. Et alors, nous accueillir. vous deux, vous faites partie d'un trio parce qu'il y en a un qui n'a pas pu être Il là, est au fourneau, et il ne peut pas être de partout. Et vous allez nous présenter un produit alors, qui a quelques années déjà, mais qui est une vraie success story, on peut le dire. Parce que, alors, on va le dire tout de suite, des petits pots pour bébés, bio, qualité traiteur. Exactement ça. L'idée, elle est venue d'où? Elle est venue de moi, j'allais dire, mais plus de ma fille. En fait, c'est l'histoire qui pourrait arriver à tout le monde, à chaque parent. Chaque parent qui se pose la question sur le fait de faire eux-mêmes à manger à la maison versus les petits pots qu'on pourrait retrouver en grande surface. Et il n'y a pas de réel juste milieu, c'est-à-dire que soit on fait à la maison notre popote, soit on va acheter des petits pots que quand nous, parents, on mange, on a du mal entre guillemets, à assimiler l'étiquette et l'intitulé de la recette versus ce qu'on a nous dans la bouche. Et on s'est dit, tiens, moi qui, avec Maxime qui est au fourneau, qui avons fait l'école hôtelière, on s'est dit, en tant qu'épicurien de la bonne cuisine, on va créer le restaurant pour bébés. Parce que c'était une grosse carence aujourd'hui qui persiste, parce que, voilà. Et il n'y avait pas une valeur ajoutée dans l'alimentation pour bébés. Et on s'est dit, tiens, on va créer Popotam, le premier traiteur frais pour bébés. Donc du coup, c'est des petits pots frais, assimilables à un bon fait maison, avec le vrai goût des légumes, avec la technologie, donc si on appelle ça une technologie, c'est vraiment des petits pots qu'on cuit à basse température, sous vide, qui permettent de maintenir le goût du légume, les nutriments, les vitamines, avec des recettes un petit peu même complètement gourmet, 5 étoiles. Donc c'est nouveau, c'est tout beau depuis un an déjà un petit peu, mais c'est une belle histoire. Ça, c'est une histoire qui a été rendue possible par la venue du troisième larron, Kevin, qui a un petit peu mis en forme un petit Exactement, peu donc comme disait Seb, c'est qu'eux, ils ont la tête dans les fourneaux, ils sont habitués de la cuisine, et c'est vrai que cet aspect communication et marketing était un peu loin de tout ça, et je suis venu apporter cette touche à Popotam de par la création de cet univers autour des légumes, du mieux manger, essayer de faire transpirer, on va dire, cette image à travers nos petits pots. Alors aujourd'hui, ça paraît la success story idéale. Au début, il y avait un petit peu de galère quand même, ou tout a été simple, facile, limpide? On est parti réellement d'une feuille vierge. Au final, on était j'allais dire, de jeunes. Max, lui, travaillait en cuisine. On est parti d'une feuille vierge et l'idée, c'était, notre fil conducteur, c'était de faire du bon pour bébé, du meilleur avec le vrai goût du légume. En fait, on ne cherchait pas l'innovation du siècle, on cherchait à retranscrire le vrai goût du légume dans l'alimentation pour bébé, en fait. Et ça a été beaucoup de sous-marins, c'est-à-dire qu'on a travaillé réellement pendant 2 ans, on appelle recherche et développement, mais c'était plus à savoir un petit peu comment créer une purée qui a du goût, qu'on peut conserver X jours en grande distribution, et à savoir comment on les conservait, pour quel DLC. Et donc du coup tout ça, ça a été abouti après pas mal de travail. Mais c'est surtout grâce à de l'aide en ultra local, c'est-à-dire que la chambre de métier d'Annecy, la CCI, Initiative Annecy, tous les institutionnels locaux sont venus pour nous épauler, à la fois sur la construction du BP, mais sur l'ensemble du projet. On a été 2, puis 3,
Et en fait, c'est tout un microcosmos local qui nous ont filé des coups de patte pour y arriver. Sans eux, c'est plus difficile. Alors j'imagine, c'est vrai qu'avec les bébés comme public cible, c'est pas le public le plus simple de rentrer. Il y a eu beaucoup d'aide, j'imagine, de tout ce qui est nutritionniste, spécialiste de la jeune génération. Même toi, papa, ça a dû aider un petit peu avec Yes. l'expérience, mais que voilà, c'est pas simple de rentrer dans le fourneau, entre guillemets. Non, c'est sûr. Après, on a Pierrick Marty qui est diététicien à Annecy et qui apporte la patte aussi sur la constitution des recettes. Nous, après, on est vraiment la petite société. Donc nous, quand on élabore une recette, moi j'ai ma fille, elle a 8 mois. Ça passe par là, ça passe par les 2 filles à Seb, ça passe par le petit à Max. Et c'est autour de ça qu'on va construire et élaborer notre recette, main dans la main avec Pierrick, il y a Céline, la sage-femme aussi, qui nous apporte son soutien. Mais c'est vrai que main dans la main, on avance et au fur et à mesure, on va proposer des recettes qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont ultra atypiques. C'est vrai qu'on sait pas tous les jours qu'on s'amuse à faire un poulet coco curry à son petit ou une poêlée forestière fondant de bœuf aux châtaignes d'Ardèche. Donc voilà. Alors vous nous avez apporté un petit bout de la gamme aujourd'hui. Et c'est vrai que ces recettes, elles sont assez atypiques parce qu'on pourrait les croire au menu d'un grand resto, comme vous le disiez. Pourtant, c'est pour bébé. Est-ce que cette gamme, elle a pour vocation de s'élargir au bout d'un moment, de se renouveler ou exactement. Là, vous êtes et sur des acquis, on est venu avec une grosse nouveauté pour TV8 Mont Blanc, c'est qu'on a sorti 4 nouvelles recettes. Il y en a 3 qui sont là au-dessus, il y en a une qui est cachée encore dedans, mais elles sont toutes nouvelles, personne ne les a encore goûtées, elles viennent juste d'arriver en magasin et elles sont réellement sorties des fourneaux de Max après quelques temps de recherche, mais voilà, c'est... Alors quelles sont-elles Alors on a une petite jarnière de légumes avec du saumon à la nette, on a de la courgette maïs façon gratin et on a une petite blanquette de volaille à l'ancienne. Toutes ces recettes, en fait, c'est des créations que Max il a bossé 12 ans en cuisine. C'était ce qu'il faisait au restaurant pour nous adultes. La seule chose, c'est qu'on les a adaptés pour les enfants. Pas de vin blanc pour déglacer, ou pas d'assaisonnement, pas de sel, donc surtout pas de sel, et mixé. Avec une granulométrie en fait, différente, sont évolutives selon l'âge de l'enfant. Mais c'est pile poil ce qu'on fait nous à la maison. Avec notre Thermomix. Nous, on a un gros Thermomix de 300 kg. On met tous les ingrédients dedans, 100% bio, majoritairement français. Donc, on reste sur une démarche, mais ultra saine. Et derrière, c'est simple comme bonjour, comme on pourrait entre guillemets l'imaginer. Mais c'est pour ça qu'on a un résultat derrière. Mais il n'y a pas plus qualitatif, il y a une qualité inégale sur le marché. Mais c'est vrai que ça fait envie. Est-ce que concrètement, nous adultes, on peut s'y essayer aussi? C'est fait pour ou... Mais c'est totalement fait pour. Et même nous, le soir, on en a dans le frigo. Et quand on n'a pas envie de se faire à manger, on ouvre 2 petits pots, une petite pincée de sel et voilà, on a le repas du soir. À la base, c'était la marque locale du coin établie à Albi, si je ne dis pas de bêtises. C'est Albi, ouais. Aujourd'hui, vous avez un peu une représentation nationale avec des points de vente sur Paris, etc. À l'avenir, on vise encore en plus grand le marché mondial? Ouais, on va viser la France, viser l'Europe. Non, mais avant tout, on reste terre à terre, c'est-à-dire que le marché du bébé, sur la rupture, sur l'innovation du frais pour bébé, on est les seuls à proposer ça en France. Donc on est les seuls, donc il y a toute une éducation entre guillemets pour les parents, à savoir pourquoi du frais pour bébé, quelles sont nos valeurs ajoutées, qu'est-ce que vous nous apportez de plus entre guillemets. Donc là réellement notre stratégie c'est la région. La région Rhône-Alpes, avoir un gros ancrage en région et faire en sorte que Popotam soit connu, être représentatif de l'ensemble des petits pots pour bébé et qu'on dise, quand on parle de Popotam, on assimile Popotam à la marque, qualité, traiteur, frais, boum, sans précédent. Et derrière, on va faire un copier-coller de notre stratégie en Rhône-Alpes sur du national, sur d'autres régions, et après, ensuite, les portes sont ouvertes, mais c'est certain qu'il faut déjà avoir un gros ancrage régional avant de voir plus grand très rapidement. Je pose la dernière petite question piège. Au niveau de l'ordre de prix, est-ce qu'on est vraiment au-delà de tout ce qui se fait aujourd'hui sur ce marché? Réellement, pas plus que ça. En fait, si vous voulez, on s'est positionné comme la marque premium pour bébé, au même titre que le premium en épicerie. Donc nous, on apporte la valeur ajoutée du frais avec le vrai goût du légume.
sans déconner, donc on reste entre 2,50 et 2,89 à peu près. On reste en dessous de la barre des 3 euros, qui fait qu'on a un plat traiteur, frais, le restaurant pour bébés. Comme nous, quand on va au resto, les bébés, ils ont leur plat pour moins de 3 euros. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Eh ben, en tout cas, je crois que ça a donné fin à beaucoup de monde en régie. Donc, votre pari on est déjà... va les laisser. C'est très parti. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être venus. Bon courage pour la suite, hein, parce que j'imagine que les journées sont bien chargées. Ouais, on va continuer là. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Je vous laisse repartir direction la régie. Juste le temps pour moi de raccueillir Clémence qui doit sortir du fond du décor. Je suis là. T'as pas attendu tout le reste de l'émission? Non, bon, on a des petites cachettes en fait, mais il ne faut pas le dévoiler. Ça. C'est le behind the scene. Tout à l'heure avec toi, dans quelques minutes, c'est après la page de pub, c'est le JT. Et avec toi, on va parler de la rougeole. La rougeole, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a annoncé ce matin que 24 personnes ont bien été contaminées par la rougeole à Val Thorens. On va bien sûr faire le point donc, dans ce journal. Et puis un autre reportage signé Claire Vincent-Signy. Juliette, pardon. Claire, oui, ça lui irait très bien aussi. Ouais, je vais Claire. l'appeler Claire maintenant d'ailleurs. Eh ben, c'est les élèves du lycée Saint-Joseph. Tu m'as perturbé du coup. À Thonon-les-Bains qui se forment au massage bien-être et au thermalise, une formation très complète qui allie un mélange de pratique et de théorique. Le plus de la formation, un partenariat bien sûr avec les Thermes d'Évian. Et on va voir ça du coup dans le journal. C'est dans le journal, c'est dans quelques minutes, juste après la pub. Restez avec nous. À tout de suite.